Ndoye. Dédicace ce 29 mai au Musée national de Yaoundé. Bonjour à tous et bienvenue. Il a pour nom Richard Ndoye, c'est un auteur, c'est un Camerounais. Il a publié il y a quelque chose comme 5 années aujourd'hui, Soir au village. Il évolue dans l'écriture. C'est un passionné de la réforme du continent africain, tout au moins la réforme de certains systèmes, système éducatif, système culturel. En réalité, c'est un panafricaniste mu. C'est un traditionnaliste. C'est celui-là qui porte l'Afrique dans son cœur, le Cameroun dans son cœur. En fait, les traditions africaines dans son cœur. Il est donc question pour lui, dans son écriture, au fur et à mesure, à arriver à son deuxième livre, de pouvoir remettre en place ce qui est nécessaire et urgent pour faciliter le développement humain véritable au Cameroun et en Afrique. Et cette fois-ci, sa nouvelle trouvaille, c'est Enfant perdu. Enfant perdu, c'est un livre qui vient d'être publié et dont nous déroulons le tapis rouge pour une édition spéciale ce jour sur JMS Afrique TV. Et nous recevons donc, comme je l'ai dit, il a pour nom Richard Ndoye. Il vient donc de publier Enfant perdu, dont la dédicace aura lieu au Musée national le 29 mai prochain. Ça vaut un arrêt. Ça vaut un arrêt parce que, en suivant justement le spot publicitaire que nous allons, le spot annonce donc de l'émission que nous allons prendre avant de revenir vers lui, vous allez comprendre que c'est une nécessité. Puisqu'en réalité, l'actualité nous y oblige. Vous savez, Mathis, dernièrement, c'est un petit enfant, un jeune pouce camerounais de 6 ans qui a été justement poignardé par un homme. Et vous comprenez que le livre de Richard Ndoye tombe à pic avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui le crime ou l'organisation d'un système ou d'une société qui, en principe, n'a plus de respect pour la vie étant l'enfant, car toute vie humaine commence par cette enfance. On va donc prendre cette transition qui est cette annonce de cette dédicace pour venir retrouver Richard Ndoye à qui nous déroulons un tapis rouge ce jour sur GMS Afrique TV pour parler justement à l'entame déjà de qui est Richard Ndoye. Quelle est son œuvre, la première œuvre dans l'évolution de l'écriture dont il est auteur aujourd'hui? Il commence à être écrivain. Allons prendre cette transition, on revient dans ce studio tout de suite. Après Soir au village, publié en 2020, l'auteur Richard Ndoye vient de publier Enfant perdu. Enfant perdu relate le quotidien des enfants abandonnés à eux-mêmes par des parents irresponsables. Ceux-ci se battent chaque jour pour leur survie dans une société où règne l'injustice, la corruption et le favoritisme. Enfant perdu, un livre de Richard Ndoye. Dédicace ce 29 mai au Musée national de Yaoundé. Après Retour sur ce plateau, vous êtes sur JMS Afrique TV, nous sommes sur le satellite Amos 17, fréquence 12 216, symbol right 30 000, polarisation horizontale, et vous pouvez suivre immédiatement en ce moment même cette émission sur live streaming sur notre compte Facebook qui a eu des signalements d'anti-concurrence et de concurrence déloyale. Merci donc aux administrateurs de YouTube en réalité qui ont pris effet et cause de lever ces mauvais signalements. Donc vous pouvez prendre cette émission sur YouTube, sur live streaming. Et il est à l'honneur sur notre plateau ce jour et dans nos installations. C'est Richard Ndoye, c'est la première fois que nous le recevons ici. Mais je dois vous le dire à l'entrée, il est un féru même des médias depuis pratiquement la révolution médiatique panafricaine que nous allons lancer sous d'autres cieux il y a pratiquement 15 à 20 ans aujourd'hui. Richard Ndoye, bonjour et bienvenue. Bonjour Hubert et Tunzi, et bonjour à tout le panel et toute l'Afrique entière. Et déjà, avant de commencer, je voudrais m'incliner à la mémoire de notre fils Mathis qui est parti. Il n'a pas demandé à naître dans une famille de tueurs ou bien quoi que ce soit, mais les âmes de mauvaise foi ont décidé autrement. Alors je m'incline à la mémoire de ce dernier qui est parti sans dire mot
avec toute la douleur et la barbarie possible. Alors, j'ai des larmes aux yeux parce que là, moi en tant que parent, je sais ce que c'est. Et je vois un fils qui bat et qui ne demandait rien qu'à vivre, à se retrouver avec ses amis. Ça fait une semaine jour pour jour aujourd'hui que Mathis est parti. Nous prions que je ne peux pas dire que son âme soit en paix, parce que là où il est là, son âme ne peut pas être en paix. Parce que franchement, la justice... Arraché à la vie d'une manière la plus barbare et la plus violente, à l'imprévu parce que la personne arrive dans son domicile, le domicile de son papa, il ne sait même rien du tout, et derrière il ne peut pas se défendre, c'est un enfant. Donc, oui, c'est un enfant qui, comme tout enfant, tous nous avons été enfants avant d'être adultes aujourd'hui, et vous connaissez la joie d'enfant quand il est face à, c'est-à-dire ses parents. Il sait très bien qu'il a la protection de ses parents, mais d'où vient-il que, étant chez lui, il n'a pas cette protection? Il faut maintenant que c'est-à-dire l'État dans lequel nous sommes, essaye de mettre les mesures nécessaires pour que les citoyens se sentent en sécurité chez eux. Parce que si déjà chez nous, on n'a pas la sécurité, on ne peut pas être en sécurité nulle part ailleurs. Merci, ça vaut la peine de le dire ici parce que votre livre « Enfants perdus » parle justement des enfants et Mathis est un enfant perdu. Oui, effectivement, Mathis est un enfant perdu qu'on nous a arraché à la vie. Même si Mathis était quoi, alors il fallait vraiment que Mathis goûte à ces délices de la vie, qu'il puisse aussi nous donner sa part, parce que chacun de nous ici a une mission qui lui est assignée par les ancêtres et le Dieu Tout-Puissant. Alors pour cela, pour une raison ou une autre, on ne doit pas se permettre de se rendre justice, même s'il y a eu quoi entre vous les parents, les enfants n'ont rien à y voir. Et pour moi, je souhaiterais que la justice soit vraiment implacable et irréversible pour les auteurs, que ce soit pas seulement pour Mathis, mais pour tout autre, pour que demain, nous pensons à un demain meilleur. Et là, ça nous pousse également aussi à réfléchir. Pourquoi pas penser à une autre forme d'écriture? Parce que c'est à travers nos écrits que la justice peut faire, c'est-à-dire l'État peut faire son travail, parce que nous apportons également aussi notre paix à la construction de cette nation qui est chère. Les uns et les autres sont morts pour cette nation. Et nous, maintenant, nous devons également faire la même chose. Alors, nos voix comptent et il faut que chacun essaye d'apporter sa part de pied à la construction de cette nation. Merci. Alors, nous sommes avec vous. Vous venez justement, ça valait la peine. C'est les cris et c'est les larmes d'un parent, d'un auteur qui est d'ailleurs intéressé sur la problématique de la vie des enfants dans une nation, vue dans une manière globale, on va en parler tout à l'heure. Vous êtes là, Richard Ndoye. Qui est Richard Ndoye? Oui, Richard Ndoye, c'est ce jeune homme qui est né dans l'Adamawa en 1980 et qui a aussi connu une enfance douloureuse. Mais malgré tout ça, il n'a pas voulu baisser les bras en restant là, dit que les autres vont faire pour lui. Il a essayé de pousser comme il veut faire de son mieux pour pouvoir s'agripper dans ce train qui est en train d'aller vers un chemin où on ne connaît pas. Mais je ne peux pas dire que c'est un chemin qu'on ne connaît, que nous tous nous connaissons la destination. Et pour cela, il faut que chacun de nous apporte sa part de contribution dans cette nation. Donc, je disais tantôt que Ndoye est aujourd'hui à son deuxième œuvre parce que le premier, c'est Soir au village. Soir au village, tout à fait. Soir au village, ici, c'est quoi? C'est un livre de contes qui nous ramène dans
dans nos histoires passées, nos légendes, nos cultures et autres. Et pour cela, donc, on ne peut pas se permettre de laisser cet héritage de nos ancêtres périr. Parce que si nous restons là, dans cet héritage de nos enfants, de nos parents, en train de périr, alors d'ici 5 à 10 ans, on n'aura plus de compteurs. Et pour cela, j'invite maintenant donc tous ceux-là qui ont encore des comptes de les mettre sur du papier. Parce que l'histoire de Soir au village, c'est les contes illustrés. J'ai ce livre-là, je crois, on le voit là sur le petit écran. J'ai le bonheur de ce qu'il y a, je crois, 5 ans. Vous m'en avez fait une dédicace dont je l'ai gardé soigneusement. Donc, c'est les contes illustrés. Ça, c'est le premier ouvrage. C'est le premier ouvrage, les contes illustrés. Et je disais tantôt que c'est les contes sont ici un passage de témoin que nos ancêtres nous donnaient déjà par le passé, à savoir autour du feu. Qu'est-ce qui se passe après le repas du soir? Les parents rassemblaient maintenant des petits-enfants, les fils et autres, et puis maintenant on les transmettait les témoins, c'est-à-dire c'est un flambeau. C'est un flambeau. Oui, c'est un flambeau qu'on transmettait aux enfants. À eux maintenant également de garder et conserver. Et pour transmettre. Pour transmettre également aux générations futures. Parce que si on ne le fait pas, nous serons déconnectés de notre réalité. Oui, tout à fait. Donc c'est ça le but de Soir au village qui est là. Alors, maintenant, vous avez évolué, d'ailleurs, je constate que c'était les éditions Afrikia, et maintenant c'est une autre édition, on va en parler. Vous avez évolué, vous avez commis maintenant Enfants perdus. On l'a aussi là à l'écran. Oui, je suis passé de soit des contes au roman. Là, il s'agit d'un roman. Oui. Mais je ne suis pas déconnecté également des contes. Parce que là-dedans, vous allez trouver également nos cultures. Parce que les contes sont nos cultures, nos légendes, nos proverbes. Et là-dedans, vous allez trouver nos cultures. Je prends un exemple. Quand vous ouvrez notre le roman, le premier chapitre nous plonge dans la réalité de ce qu'est la culture africaine. Tout à fait. Comment se manifeste la naissance chez nous, en Afrique. Et nous tous, nous savons que lorsque on épouse une femme, la seule chose qu'on attend de la femme, c'est de nous donner des enfants. Tout à fait. Et qui plus est encore, des enfants garçons, pour être nos héritiers. Parce qu'on s'est dit que la fille va aller en mariage et va aller fonder sa famille avec les autres. Par contre, le garçon va rester là pour continuer à perpétuer cet héritage que les parents ont laissé. Et alors, à ce niveau, lorsque vous ouvrez notre livre, le chapitre 1, à savoir la naissance des Nanga, que les parents ont cherché après leur union, près de 20 ans. Alors, dans ce couple, la famille était délaissée. On n'adressait plus la parole à la famille. Et cette famille était considérée comme une famille de sorcières et autres. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et jusque-là, les parents ne dormaient pas. Ils cherchaient. Ils invoquaient les ancêtres pour savoir pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui ils n'arrivaient pas à oui. Et les ancêtres ont répondu à leur doléance. Et aujourd'hui ils ont eu l'enfant qu'on appelle Nganjo. Donc ça, c'est l'entrée dans cet ouvrage. Qu'est-ce qui motive cet ouvrage dans le fond? Qu'est-ce qui motive cet ouvrage avec le titre d'ailleurs? Parce que je voudrais qu'on en parle, le titre Enfants perdus. Est-ce que c'est une société globale? Est-ce que c'est des familles familles simples, quelle est la motivation profonde?
La motivation profonde est d'abord cette société dans laquelle moi je vis. Oui. Et je vis également les mêmes choses que je raconte dans cette société, dans ce livre. Oui. À savoir, si aujourd'hui j'ai écrit Enfant perdu, parce que moi-même, j'étais perdu, puisque dans mon enfance, j'ai goûté à ce qu'on appelle la drogue. La drogue, tout à fait. J'ai goûté à... Ah, oui. Oui, bon, maintenant donc, après avoir goûté à toutes ces choses, j'ai plus de recul. J'ai dit non, si je fais comme tel, cela ne m'honore pas. Il faut que je dois prendre des bons exemples. Parce que nous avons des modèles dans la société, des modèles inspirants, des modèles innovants qui peuvent nous sortir de l'ombre. Alors j'ai reculé. Une fois, après avoir reculé, j'ai pris la décision sur moi d'écrire Enfant perdu, qui est le vécu quotidien de tout parent, de tout enfant et de toute notre société d'aujourd'hui. Okay. Et d'où le titre Enfant perdu. Et ici donc, quand je dis Enfant perdu, le titre Enfant perdu, c'est écrit en lettres capitales et en gras. Il ne s'agit pas seulement des enfants qui sont perdus, mais il s'agit des parents qui sont perdus, il s'agit de la société qui est perdue. Parce que... Ah, donc enfants et société de manière générale. De manière générale. Ah, on se comprend. Oui. Donc, il ne s'agit pas seulement d'enfants. Vous dites là, vous avez... Alors, on comprend un peu le titre. Ça veut dire que vous parlez là de la société camerounaise, quelque part. De la société camerounaise et d'ailleurs. Parce qu'il s'agit de ce problème dont j'évoque ici aujourd'hui. Ce n'est pas seulement de la société camerounaise, ce n'est pas seulement de la société africaine, mais c'est de la société mondiale en général. Parce que aujourd'hui, nous, avec la mondialisation, j'ai eu le temps de visionner dans les pays dont nous disons développés et autres, où les enfants n'arrivent pas à... C'est-à-dire, les parents et les enfants sont tous perdus. Sont tous perdus. Oui. Et maintenant... donc, cette affaire, c'est une affaire globalisée. C'est une affaire globalisante. Globalisante, oui. C'est une affaire globalisante où tout le monde doit savoir tirer son épingle du jeu pour pouvoir préparer ses progénitures à un destin meilleur. Parce que si nous ne faisons pas le meilleur, nous ne donnons pas le meilleur de nous, nous allons produire des enfants qui seront demain nos bourreaux. Oui. Il y a ça. Oui, nous allons produire des enfants qui seront demain nos bourreaux. Et pour cela, il faut que chaque parent déjà de son côté, chaque société de son côté, doit tirer le bon exemple pour pouvoir produire des futurs cadres de demain. Et je vous relance tout simplement, vous voyez qu'il y a une providence, c'est vous qui venez de me réveiller sur cet aspect globalisante. Car en principe, aujourd'hui, c'est la journée, hier, autant pour moi, c'était la journée mondiale de l'enfant africain. Et il y a 2 jours, c'était la journée internationale de la famille. Alors, je crois que ça, c'est pas gratuit, ça. C'est pas gratuit, puisque déjà le livre cadre avec ces thèmes. Et aujourd'hui, nous savons tous que les enfants ont des droits, les parents ont des droits, et la famille a des droits. Maintenant, donc, dans ce que nous appelons droit aujourd'hui, il faudra que chaque famille, dans cette rubrique, doit savoir quel est son droit et quel est son devoir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des droits, mais il s'agit des droits et des devoirs. Si moi, aujourd'hui, je suis parent et j'ai des enfants, l'enfant doit savoir que il a des droits et des devoirs. Par exemple, il a le droit de me respecter. Il a le devoir de faire tout ce que je lui demande de faire. Parce que le parent est celui-là qui est né avant l'enfant et qui a une expérience un peu
déjà, comment je peux dire, qui a une expérience mûre voilà, sur l'avenir et qui voit même, ça dit qui projette même déjà l'avenir. Oui. Or, l'enfant a juste une vision limitée. L'enfant, c'est le présent. L'enfant, ce n'est pas le futur. L'enfant, ce n'est pas le passé. Or, il faut qu'il apprenne le passé et qu'il projette l'avenir en fonction. Non, pas qu'il apprenne le passé, qu'il apprenne le présent et le futur. Le futur. Pourtant, le parent, lui, il a ces trois entités, à savoir le passé, le présent et le futur. Et c'est ça, cette vision que l'enfant, le parent doit donner à l'enfant. Maintenant, quand l'enfant sera à l'âge de maturité, il va maintenant acquérir les trois entités pour pouvoir aussi perpétuer sa progéniture. Oui. Alors, il y a un problème dans cette affaire de globalisation ou de dimension globalisante. Le président Paul Biya, je dois le citer ici, il disait à situation globale, solution globale. Alors, arrêtons-nous d'abord là. Comme c'est une situation pratiquement mondiale, vous venez de démontrer là que même aux États-Unis, même en Chine, qui se tutoient aussi aujourd'hui dans le cadre mondial des puissances, on trouve ces égouts, on trouve toutes ces situations, les enfants sont jetés à la rue, ainsi de suite, où une société est en perte de vitesse. Alors, à ce niveau, quelle est la solution pour ce monde aujourd'hui globalisant, mais qui est en perte? La solution, elle est là. Ouais. C'est juste que les uns et les autres ne veulent pas appliquer ces solutions et laisser aux autres de trouver des solutions. Oui. Je suis parent. Oui. Alors, j'ai ma responsabilité de parent qui est celle de savoir l'éducation informelle. Oui. Ce n'est pas à la société d'éduquer, c'est-à-dire de venir faire l'éducation informelle. Quand je dis éducation informelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon enfant qui est là, je dois lui apprendre comment prendre son bain. Je dois veiller. Est-ce que l'enfant a pris son bain avant d'aller à l'école? Est-ce que l'enfant, la fille, a eu à faire ses tâches ménagères avant de sortir? Maintenant, avant d'aller se coucher, est-ce que l'enfant a pu dresser son lit avant de se coucher? Maintenant, une fois qu'on s'est levé le matin, la première des choses, c'est que je dois dresser mon lit avant de sortir de chez moi. Et une fois que je sors de chez moi, les premières personnes que je trouve, la première des choses, c'est que je dois aller dire bonjour à papa, bonjour à maman. Respecter les aînés. Si maintenant, je ne le fais pas, et que je dis, bon, c'est la société qui doit faire, est-ce que c'est à l'enseignant de dire à l'enfant de respecter les aînés? Non. Pas du tout. Parce que la bonne éducation commence d'abord à la maison. Et une fois qu'on a eu cette bonne éducation à la maison, c'est comme ça qu'elle nous suit partout où nous allons. Maintenant, quand on arrive maintenant à la société, à savoir l'éducation formelle, qui est l'apprentissage de nos... c'est-à-dire de l'alphabet français. Oui, tout à fait. L'initiation à la vie active. À la vie active, aux humanités. Oui, à l'humanité. Alors, quand on arrive, nous sommes aujourd'hui à l'aide de la mondialisation. Et la société est en train de fuir ce qui lui est... Ses responsabilités. Alors, je prends un exemple très simple. Nous sommes au Cameroun. Je ne vais pas parler de l'histoire. Je prends juste la géographie. On dit, aujourd'hui, nous avons notre chapitre de géographie intitulé « Les grasses files ». On met le titre au tableau, en noir sur blanc. Et on demande aux enfants, vous allez partir faire les recherches. Et demain, on va en discuter. C'est une fuite en avant. Alors, il y a des familles ici qui n'ont pas la possibilité, excusez-moi du terme, d'avoir un téléphone qu'on appelle le Tchoronko. Vous comprenez? C'est-à-dire?
C'est-à-dire un téléphone où il faut seulement appeler et recevoir. Et recevoir, ah, ok, tout à fait. Vous comprenez? Alors, bon, c'est pas un téléphone Android. Oui, pas un téléphone Android. Parce que quand on dit déjà un téléphone Android, ça veut dire que vous pouvez mettre la connexion et vous connecter au monde. Oui. Maintenant, dans ces familles, n'en ont pas ça. Et où est-ce que l'enfant va aller faire les recherches? L'enfant ne peut pas faire des recherches. Vous voyez, l'enfant ne peut pas faire des recherches. Il est bloqué. Il est bloqué. Et une fois que l'enfant est bloqué, alors il ne peut pas faire des recherches. Et quand l'enfant arrive le lendemain à l'école, qu'est-ce qui se passe? L'enseignant dit, ok, bien, vous qui avez fait des recherches, passez d'un côté, et ceux-là qui n'ont pas fait des recherches, mettez-vous dehors. Et une fois que les enfants sont dehors, qu'est-ce qui se passe? Là maintenant, donc, ceux-là qui n'ont pas fait des recherches, la seule solution pour eux, c'est vagabonder dans la rue. Et une fois qu'ils sont déjà dans la rue, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer à la maison avant l'heure, alors c'est chercher là où on peut se retrouver dans les débits de boissons, à savoir être enrôlé par les délinquants et autres. Et vous connaissez maintenant la suite. Et à partir de là déjà, nous voyons déjà la délinquance. Et là maintenant, la violence va s'installer. Et la barbarie. La barbarie, en fait, toutes les déviances vont s'installer, vont arriver. Voilà. Alors qu'en réalité, si l'enfant était encadré, cela n'arriverait pas. Cela n'arriverait pas. Et maintenant, donc, cet enseignant, au lieu de donner sa part de 70% du travail pour lequel il est payé, aujourd'hui, il ne donne plus que 30%. Il laisse les 70% aux parents. D'où, vous allez voir aujourd'hui, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, il est difficile de trouver un enfant du cours moyen, c'est-à-dire un enfant qui a fait le cours moyen jusqu'en terminale, de vous donner ne serait-ce que la leçon qu'il a eu à retenir du primaire ou bien du secondaire. Pourtant, vous et moi aujourd'hui, vous vous souvenez encore de vos leçons. Il y en a qui sont gravés dans la mémoire. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font plus ce qu'on appelle, c'est-à-dire, ils ne retiennent plus, ils font juste, c'est-à-dire, de l'assistance. Ils assistent là et puis... Puisque dans ce que vous êtes même en train de dire, la logique pour vous et moi, c'était qu'on a un devoir, on va préparer le devoir, il sera corrigé par le maître ou le professeur lui-même. Exact. Puisque non seulement ça, avant même d'entrer en classe, vous devez d'abord réciter la leçon de la veille avant d'entrer en classe. Il y avait ça. Maintenant, le lundi, vous résumez, c'est-à-dire toutes les leçons vues la semaine, avant de commencer maintenant une nouvelle semaine. C'est pour ça que nous, on avait les, comment on appelle ça, pas bûcher, c'est-à-dire que on mémorisait des leçons et des leçons, géographie, histoire, au point que tu peux même présenter ça sans problème. Tout à fait. Et aujourd'hui, on ne voit plus ça. Lorsque j'écrivais ce livre, j'ai mené des enquêtes au lycée bilingue de Yaoundé, au lycée d'Anguissa, au collège La Retraite, Mongobeti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y avait, par exemple, des séquences, les enfants entraient en classe avec des téléphones. Alors, lorsque l'enseignant donne le devoir, il y avait des enfants qui regardaient dans le téléphone les résultats du CC2. Et puis maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe? Ils copient là. Une fois qu'ils sont sortis, ils ont oublié. Si vous demandez à un enfant, qu'est-ce que tu as produit comme résultat d'examen, il ne peut pas vous dire. Il ne peut pas. Et cela est vérifié parce que j'ai mené des enquêtes à ce niveau et j'ai prouvé que c'était vrai. Or, nous savons tous que lorsque Bill Gates, qui est le fondateur de Microsoft, ses enfants, jusqu'à l'université, n'avaient pas de téléphone. Et il y a des pays, même en Europe aujourd'hui, qui interdisent des téléphones aux enfants
du primaire jusqu'au secondaire. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un laisser-aller. Si un enfant n'a pas un bébé n'a pas la tablette, on n'a rien fait pour cet enfant. Si un bébé n'est pas devant la télé, on n'a rien fait. Or, nous savons tous que à notre temps, on ne connaissait pas ce qu'on appelle les dessins animés. Pourtant, aujourd'hui, l'enfant va vous donner tout le programme du dessin animé. Et en plus même, mais sans vous donner son programme d'école. Oui, sans vous donner son programme d'école. Et en plus même, il va peut-être, vous donner peut-être, avec ses amis, vous donner des programmes, des films érotiques qui sont déviants pour l'enfant. Alors, on va prendre une transition, car c'est très intéressant. On va revenir sur la présentation, parce que le livre est divisé. J'ai dit déjà bien des choses à Campoé, qui est un docteur PhD, je crois, et qui officie au ministère de la Culture. C'est quelqu'un que j'ai eu il y a pratiquement 8 à 10 ans aujourd'hui, sur les plateaux de télévision. C'est lui qui est le préfacier de cet ouvrage, parce qu'il constate justement cette démission de la société de manière collective, et il fait plusieurs interrogations dans sa dédicace, en précisant que le défi de M. Richard Ndoye a été un défi de mettre sur la place publique ces différentes interrogations, et que lui l'a lu, et qu'il va falloir que chacun lise, parce que c'est pour cela que nous annonçons de forte manière cet ouvrage, que chacun puisse lire, parce que c'est une problématique qui concerne les familles, les enfants, les décideurs, toute la société, qu'elle soit camerounaise. Vous avez suivi tout à l'heure au mondial. On va prendre cette transition qui est d'ailleurs l'annonce de cet événement. On revient sur ce plateau tout de suite. Histoire au village, publié en 2020. L'auteur Richard Ndoye vient de publier Enfants perdus. Enfants perdus relate le quotidien des enfants abandonnés à eux-mêmes par des parents irresponsables. Ceux-ci se battent chaque jour pour leur survie dans une société où règne l'injustice, la corruption et le favoritisme. Enfants perdus, un livre de Richard Ndoye. Dédicace ce 29 mai au Musée national de Yaoundé. Après, Je disais tout à l'heure, Enfants perdus, c'est une trilogie, c'est présenté en livre qui se décline en 3 parties. Richard Ndoye, est-ce qu'on peut avoir la substance de ces 3 parties? Parce qu'on ne va pas entrer dans le fond, il va falloir que le musée national se remplisse le 29 mai prochain. Je rappelle déjà que le professeur Mathias Eric Onangini est l'un des invités sur le panel, si je ne m'abuse. Il y a 2 autres professeurs, et que la note de lecture a été faite au niveau de la diaspora pour montrer la dimension mondiale de cet ouvrage dans cette problématique globalisante. Alors, Richard Ndoye, les 3 parties de cet ouvrage. Oui, notre livre est structuré en 3 parties et en 26 chapitres. Oui. Dans le premier chapitre, nous voyons là la naissance de cet enfant tant recherché qui est Nangalucie. Oui. Maintenant, la deuxième partie, c'est Nangalucie dans ses aventures. Oui. Et puis maintenant... Donc, premier chapitre, Nangalucie naît. Oui, la naissance de Nangalucie. Et la deuxième partie, nous avons ici... cette première partie est d'ailleurs intitulée Nouvelle vie. Oui, Nouvelle vie. Cette première partie est intitulée... Ça dit qu'une vie qui était attendue. Oui, une vie qui était attendue parce que les parents en ont cherché pendant des années. Et vous savez que dans une société ici chez nous en Afrique, la première des choses qu'on attend d'une femme qui arrive en mariage, c'est-à-dire donner naissance à des vies. Oui. Maintenant donc, là, nous allons partir à la deuxième partie qui est l'aventure de Nangalucie. C'est-à-dire après ses études, après son école, parce qu'on voit là qu'elle va dans une école, elle parcourt. Maintenant, elle va dans la deuxième partie, c'est... La deuxième partie, c'est lorsqu'elle quitte son village natal pour la ville, chez son oncle, monsieur Avon. Oui. Oui, le petit frère à son père. Et maintenant, donc, celui-ci, étant moulé dans cette tradition, alors il embrasse maintenant ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité, et il abandonne maintenant
sa tradition pour embrasser la modernité. Et il perd maintenant toute sa famille dans cette modernité. D'où l'aventure de Nanga Lucie. C'est-à-dire lorsqu'elle arrive en ville, parce que... Donc c'est une aventure vers la perte. Oui, c'est une aventure vers la perdition. Voilà. Oui, c'est une aventure vers la perdition. Ce qui peut d'ailleurs justifier le titre. Oui, ce qui justifie le titre. Oui. Et maintenant, donc, nous avons la troisième partie qui est la fin du parcours. Parce que on a toujours un début et une fin. Alors, on peut beaucoup courir, mais à un moment donné, il y a une fin de parcours. S'arrêter. Et là, nous avons la fin du parcours de Nanga Lucie. Après avoir parcouru tout le Cameroun. Du nord. Parce que là où nous sommes au Cameroun, les personnages sont camerounais, les scènes, les sites sont camerounais, parce que j'ai lu là, lycée, tel, Donkolo, ceci. Oui, les personnages sont camerounais. Et non seulement ça, pas seulement camerounais, mais également aussi des expatriés. Des expatriés, oui, ok. Lorsque Nanga va arriver, par exemple, à Douala, où elle va aller à Kribi, elle va rencontrer des expatriés et autres. Maintenant, il faut aussi goûter le monde qui est là. C'est cette vie-là qu'elle vivait, c'est-à-dire qu'elle avait mise dans la tête depuis son enfance. Tout à fait. Et maintenant, donc, il faut goûter ça et il faut vivre à fond. D'où maintenant, donc, à la fin, le regret. Ah, dans le fin de parcours. Oui, fin de parcours. Ce sera le regret. Ce sera le regret avec la naissance de son fils, où elle a passé toute sa jeunesse à faire des avortements. Ah. Oui, parce qu'elle a eu à avorter 6 fois. Et à la 7e fois, l'enfant a refusé d'être avorté. Et maintenant donc, avec ses camarades et autres, quand l'enfant est né, ils ont même voulu aller jeter cet enfant au Fundi. Ah. Mais Fundi, c'est une rivière au centre de la ville de Yaoundé. Exact. Mais la maman, pour avoir souffert et avoir eu, c'est-à-dire un instinct de vie pour cet enfant, a dit non, elle préfère continuer sa vie, mais il faut qu'on va jeter cet enfant chez un bienfaiteur qui pourra peut-être l'élever. Et c'est ainsi qu'elle prend Belinga Dieudonné, qu'elle va, c'est-à-dire son fils, qu'elle va déposer devant le portail d'un couple enseignant à l'université de Yaoundé 1 et qui avait cherché des enfants depuis leur union et n'ont jamais eu. Ils n'ont jamais eu. Et alors, un soir, ils trouvent l'enfant devant leur portail. C'est la manne tombée du ciel, puisque c'est cet enfant qui cherchait depuis. C'est comme ça. C'est ainsi qu'ils prennent donc l'enfant. Belinga Dieudonné. Belinga Dieudonné, qu'ils donnent le nom Belinga Dieudonné. C'est parce que c'est eux qui donnent le nom Belinga Dieudonné. Dieudonné, ça dit déjà tout. Oui, Dieudonné, ça dit déjà tout, parce que c'est Dieu qui nous a donné. Et c'est ainsi donc qu'ils s'en vont donc faire enregistrer l'enfant dans, c'est-à-dire amener d'abord l'enfant à l'hôpital pour le faire consulter pour voir ses paramètres et puis maintenant engager maintenant la procédure judiciaire et on leur a octroyé l'enfant. Maintenant donc, après que cet enfant est resté dans cette famille, fin de compte, les 2 parents de cet enfant vont mourir de manière tragique. De manière tragique. Oui, où on va également jeter cet enfant dans la rue. Vous voyez? Maintenant donc, quand ils vont jeter cet enfant dans la rue, l'enfant va errer, mais fin de compte, il va... Belinga Dieudonné. Fin de compte, c'est à partir de ce jour qu'il comprend qu'il était un enfant adopté, parce que lui, il savait qu'il avait ses parents qui étaient monsieur Belinga et madame Belinga. Et aujourd'hui, c'est lorsque ses parents meurent. Et ses parents adoptifs. Et ses parents adoptifs décèdent lorsqu'ils ont organisé une fête pour sa réussite au CEPE.
Comment on peut expliquer une telle, cette tragédie-là? Cette tragédie, c'est-à-dire, vous savez que M. Belinga et Mme Belinga, étant des hauts fonctionnaires de l'État, ils avaient un peu de moyens. Et toute la famille n'avait Dieu que pour ces moyens. Et pour eux, avoir un enfant qui doit être l'héritier. Oui. C'est Alors, il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si cet enfant grandit, il sera un obstacle pour cet héritage. Pour cet héritage. Il faut maintenant éliminer les parents. Et c'est ainsi donc que la famille élimine les parents et on jette maintenant l'enfant à la merci de la misère. Et c'est ainsi que l'enfant va se retrouver dans la rue, il va se débrouiller comme il peut, il va goûter à la drogue. Et tout, ça dit un enfant perdu. Oui, et puisqu'il ira même aller faire, il va même aller goûter quelques jours à Kondengui. Oui. Kondengui, c'est la prison centrale de Yaoundé. Exact. Avant de rentrer. Et à partir de là, l'enfant va se ressaisir. Mais à la fin de parcours, après que Nanga ait fait tout le tour du Cameroun, à un moment donné... Nanga lui-même? Oui, Nanga, la mère de l'enfant. Elle va se retrouver dans la recherche maintenant de cet enfant qu'elle ne va plus trouver. Parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre qui la voulait pour épouse. Et par la suite, elle ne va plus faire cet enfant tant attendu. Ah, c'est une histoire, c'est passionnant le livre, il vaut la peine d'être lu. Oui, et maintenant, donc, une fois là, elle sera rejetée par cette famille. De son mariage. De son mariage. Oui. Et là maintenant, lorsque vous ouvrez par exemple à la page 219. 219, oui. Oui, 219. Vous allez voir que la mère et l'enfant, parce que l'enfant va continuer à chercher maintenant c'est-à-dire ses parents géniteurs. Oui, ses parents géniteurs, oui. Oui. Maintenant, la mère également de son côté sera aussi à la recherche de son enfant. Mais ils vont de son enfant qu'elle allait jeter devant le portail. Exact. Et à partir de là déjà, vous allez voir que les deux vont se rencontrer, mais personne ne pourra dire à l'autre que toi tu es une partie de moi et moi je suis une partie de toi. D'où l'objet du tome 2 de ce livre. Ah, il y a un autre qui a... Oui. Ok. Alors, on va vers la fin, c'est bon à lire. Parce que tel que vous dites là, je crois que il va pas seulement bon à lire, mais à venir à cette dédicace-là, le 29 mai prochain, pour avoir un exemplaire et pouvoir lire cette histoire qui se termine avec un suspense terrible. C'est comme un film, qui en réalité se termine avec un suspense. Alors, on va prendre la transition pour venir et partir de cette édition qui est l'annonce après la dédicace. On va revenir sur toute une autre édition. On va prendre la transition qui est l'annonce de cette dédicace. On revient sur ce plateau tout de suite. Au village, publié en 2020, l'auteur Richard Ndoye vient de publier Enfants perdus. Enfants perdus relate le quotidien des enfants abandonnés à eux-mêmes par des parents irresponsables. Ceux-ci se battent chaque jour pour leur survie dans une société où règne l'injustice, la corruption et le favoritisme. Enfants perdus, un livre de Richard Ndoye. Dédicace ce 29 mai au Musée national de Yaoundé. Après... Retour donc sur ce plateau avec l'histoire de ces livres. Elle est fascinante. Vous venez de suivre là avec l'auteur qui est sur ce plateau, Richard Ndoye. C'est pratiquement un tapis rouge, mais c'est un tapis rouge réussi parce qu'en principe, la construction romanesque qu'il fait est une construction vraiment géniale, puisqu'en principe, cette construction-là nous amène même au cœur des traditions africaines, mais des traditions africaines qui veulent se porter vers la globalisation. Et dans cette globalisation, dans cette importation vers la globalisation, il y a bien des choses qu'il faut maîtriser. Il
il y a des éléments qu'il faut maîtriser. Je crois que la lecture de cet ouvrage est nécessaire pour qu'en réalité, on n'ait plus cette trajectoire d'une femme qui arrive à faire avorter jusqu'à 6 fois pour être coincée à la dernière minute et ne plus avoir de possibilité d'avoir d'enfant, et qui arrive même à jeter le seul enfant qu'il a eu vers une autre destinée, et que cet enfant échoue aussi, va vivre une autre tragédie vers cette destinée, et au retour, il n'y a plus de possibilité de rencontrer l'enfant et la mère. Je crois que là, c'est le grand, hein, c'est le grand suspense. Alors, quel est le message, ou les messages, quel est le message fondamental que vous donnez à travers ce livre, Richard Ndoye? Le message ou les messages ici dans ce livre sont à plusieurs titres. Oui. Déjà, il faut savoir que, comme un philosophe l'a dit, on n'est rien d'autre que ce qu'on l'on se fait. Oui. Ça veut dire quoi? Si on dessine le diable au mur, ce diable arrivera. Oui, tout à fait. Et pour cela, il faut que nous donnons c'est-à-dire les moyens possibles pour le bien-être, c'est-à-dire pour notre bien-être et le bien-être des autres. Tout à Parce fait. que c'est à travers les autres que nous existons. Tout à fait. Et on ne peut pas se passer des autres. Là, dedans, Oui. dans ce livre, Oui. je parle d'un enfant qui n'a pas demandé à naître. À naître, tout à fait. Parce que cet enfant est le fruit de nos désordres. Et pour cela, nous avons sollicité cet enfant. Il a juste besoin d'un encadrement. Oui. Et si l'enfant est là aujourd'hui, nous avons des enfants, on doit leur donner le meilleur encadrement possible. Maintenant, pour ce qui est de la société, Oui. la société doit prendre ses responsabilités. Parce que La société camerounaise, la société globalisante. la société camerounaise, la société globalisante. Si nous voulons aujourd'hui une société meilleure, être, c'est-à-dire à la hauteur des autres, Oui. on doit se donner les moyens d'arriver à se donner les moyens pour y arriver. Oui. Parce qu'on ne va pas rester là à dormir et dire ok, demain la main nous tombera Du ciel, tout à fait. Alors, aujourd'hui, la drogue, la violence et tout ça là, ça vient d'où? Parce qu'il y en a qui tissent les liens avec ces gens-là pour pouvoir nous vendre la drogue et faire perdre nos enfants. Tout à fait. Et perdre nos enfants. Parce que si la société était consciente, ces choses n'arriveraient pas. Et on ne serait pas en train de reculer au dernier rang. Au dernier rang. Nous sommes aujourd'hui. Oui. On devait être devant. Donc à ce niveau, les solutions sont vraiment là dans ce livre. Parce que je n'ai pas seulement fait que dénoncer. Mon travail est vraiment de dénoncer, mais j'ai également aussi apporté des solutions. C'est pour Et ça à que je chacun- parlais des messages comme solution. Oui, et à chacun de nous de lire et apporter sa part de pierre à la construction de cette éducation dont nous voyons reculer. Parce qu'aujourd'hui, nos éducations aujourd'hui sont calquées au modèle occidental. Occidental. Déconnecté des réalités de locales. notre société. Oui. Nous avons nos réalités ici chez nous et on doit vivre nos réalités de chez nous et non vivre la réalité des autres qui ne cadrent pas avec les nôtres. Tout à fait. C'est ça les messages de ce livre. De ce livre Enfant perdu. Merci Richard. Je rappelle que cette émission est placée donc sur notre live streaming. Elle passe en direct là un peu partout. Et il suffit tout simplement d'aller dans le compte, la chaîne YouTube GMS Afrique TV pour avoir cette émission. Elle passait sur Crawling, elle passait sur notre canal 145 et 291 Amos. Et je rappelle aussi que la dédicace c'est le 29
mai prochain. Je rappelle aussi qu'on rentre quand même dans le panel. En dehors du professeur Eric Mathias Onanguini, il y a d'autres têtes bien pensantes qui seront sur ce panel-là, Richard Ndoye. Oui, en dehors du professeur Mathias Onanguini, nous avons le professeur Paul Abouna, chef du département d'anthropologie à l'université Yaoundé 1, qui sera également aussi l'un des panélistes. Nous avons François Bingonon, que nous connaissons tous, qui sera le modérateur de cette dédicace, de cet événement. Merci d'être passé ici, un bon parcours, et JMS Afrique TV, c'est désormais votre maison, c'est-à-dire vous pouvez communiquer puisque vous êtes déjà un acteur de la société civile, un écrivain vers qui on peut toujours aller pour avoir des solutions ou alors pour avoir des analyses et des points de vue sur tout ce qui se passe dans la société, qu'elle soit camerounaise, africaine ou mondiale. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité dans ce que les anglophones appellent votre playground. Alors, donc, je vous dis seulement merci et bon vent à vous, que GMS Afrique grandisse et que nous soyons également aussi des acteurs de cette chaîne qui est en émergence. Merci à vous. Bien des choses au président directeur général, le docteur Ling Sangou, qui en réalité ne ménage sur rien par rapport à tout ce que nous faisons. Les efforts que nous entreprenons, il les encourage constamment pour que cela puisse évoluer, puisque nous officions très humblement comme directeur général de cette chaîne, et nous voulons que cette révolution médiatique puisse atteindre la nouvelle décade de ce que nous avons commencé il y a aujourd'hui pratiquement plus de 15 à 20 ans. Merci à Eugène Brandon qui officie au niveau de la technique et qui a pris les choses en main de ce côté. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci parce que cette émission sera rediffusée à plusieurs reprises pour que nous puissions tous aller au Musée national le 29 mai prochain pour porter à cœur cette problématique d'une société perdue, mais qui doit se remettre impérativement sur les rails pour que l'homme retrouve le bonheur, la prospérité, l'évolution qui est vraie, l'épanouissement qui est vrai, et que chaque famille en réalité retrouve cela. Madame, salut, monsieur, bonsoir. Histoire au village, publié en 2020. L'auteur Richard Ndoye vient de publier Enfants perdus. Enfants perdus relate le quotidien des enfants abandonnés à eux-mêmes par des parents irresponsables. Ceux-ci se battent chaque jour pour leur survie dans une société où règne l'injustice, la corruption et le favoritisme. Enfants perdus, un livre de Richard Ndoye. Dédicace ce 29 mai au Musée national de Yaoundé.